Des livres RMC, Fred Hermel. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup un dessin animé qui s'appelait Calimero. Surtout quand ce petit poussin disait en zozotant « c'est vraiment trop injuste ». Face à mon invité du jour, je me sens comme ce personnage de mon enfance. Oui, car Marc Lavoine réussit tout ce qu'il entreprend. Il écrit et compose des chansons, il chante des chansons, toutes des tubes, il fait l'acteur, il est beau, il porte merveilleusement bien ses 62 ans, et en plus, il sort avec une femme sublime. En voyant que Marc Lavoine publie un livre, j'ai espéré secrètement que cela ne soit pas terrible, pour au moins trouver un truc qui ne marche pas chez lui. Eh bien non, j'ai adoré son bouquin. Calimero avait raison, c'est vraiment trop injuste. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 13e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. C'est un Aulny, un objet littéraire non identifié, et c'est un excellent bouquin. Il s'intitule « Quand arrivent les chevaux » et il vient tout juste de sortir aux éditions Fayard. Marc Lavoine est son auteur, et Marc Lavoine est mon invité. Bonjour Marc. Bonjour. D'ailleurs, dois-je vous appeler Marc ou Marcel ? Eh bien, Marc, c'est celui qui écrit le préambule, et Marcel, c'est le personnage du livre, quoi. Parce que c'est quand même un roman. C'est quand même... bien sûr, c'est le lien avec la mer. C'est ce qui m'intéresse, le lien avec la mer, qui est pas seulement une mère, qui pourrait être une sœur, mais qui est surtout une femme, à part entière. Et donc, c'est ce rapport-là que j'ai voulu établir. Et Marcel était mieux que Marc, parce que Marcel, il peut tout lui arriver. On peut tout... Vous savez, quand on rentre en période d'avant-deuil, d'avant le bout du monde, quoi, on entre dans un univers surréaliste où tout vous arrive en même temps. Vous ne savez plus quoi croire, vous ne savez plus où vous avez garé votre voiture, vous ne savez plus où vous êtes. Et donc, Marcel était plus proche que moi de cette fausse réalité qui est donc la période où on apprend que quelqu'un va mourir. Peut-on dire que ce livre est le début de l'acceptation de la mort de votre mère ? Parce que vous écrivez, page 186, la voix de maman disait « Tu ne rêves pas, Marcel, tu réalises ». Ouais. C'est-à-dire que il est difficile quand même de se séparer des gens qu'on aime. Autant se séparer d'un objet, d'une maison, d'un lieu, c'est pas très important. Ce qui est difficile, c'est la personne que vous aimez qui d'un coup disparaît. Et vous ne savez pas vraiment si vous avez la foi, si vous n'avez pas la foi, si vous pensez qu'il y a quelque chose après. Vous ne savez pas ce qu'elle vous laisse. Et vous savez ce que vous perdez, en tout cas. Et donc, oui, c'est difficile, ça. Ce roman est vraiment un rêve. C'est un texte onirique, j'ai envie de décrire. Vous le voyez comme ça, vous aussi ? Comme un conte. Oui. Conte un peu fantastique, un peu... C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il arrive quand on arrive devant la chambre 36, qui peut être n'importe quelle chambre de n'importe qui, c'est devenu irréel. Enfin, le goutte à goutte, les gens qui vous parlent, qui vous disent des choses, on a fait ce qu'on pouvait, tout ça ne veut plus rien dire, ça ne veut rien dire. Vous savez plus ce que vous êtes, vous savez plus où vous êtes, vous avez perdu le centre du monde. Donc évidemment, attraper ce roman, ça a été compliqué parce que il fallait que je trouve un axe intéressant. Et donc je me suis dit, ma mère va me dire qu'elle a 11 ans, enfin qu'elle triche sur son âge, elle a 12 ans, et que c'est un cheval, que c'est une jument, qu'elle s'appelle ma jument, comme sa jument, qui s'appelait ma jument. Quand ma jument est morte, elle a avalé son âme parce qu'elle avait sa tête dans les mains. Et donc, elle me demande de l'appeler ma jument. Ça démarre comme ça, et je me dis, ma mère est folle. Ce que je crois. Mais parce que à partir d'un certain âge, c'est assez banal, ça arrive, justement. Qu'on a l'impression, par moment, que les personnes qui vieillissent... ont parfois le cerveau qui marche plus pareil, et voilà, oui, c'est ce que je me dis. Il y a des oublis, il y a des... Malheureusement... On perd la boule aussi, ça arrive. Oui, mais la folie... vous savez, un fou, c'est celui qui... C'est pas celui qui a perdu la raison. Enfin, c'est celui qui a tout perdu, sauf la raison, justement. C'est beau. Et donc, je me dis, elle est folle, c'est pas possible. Et tout le monde autour de moi me dit non, elle n'est pas folle, elle dit quelque chose de vrai, tu devrais
Et tout le monde trouve ça normal, tout ce qu'elle dit. Donc ça positionne le personnage de Marcel dans un endroit où il est incompris des gens. Incompris de tous. Alors peut-être Catherine Deneuve le comprend quand elle le croise pendant la Fashion Week, mais malgré tout, il est persuadé qu'elle a tort. Et puis, les choses vont faire qu'elle a finalement raison. C'est parce que vous n'arriviez pas à faire votre deuil, parce que vous avez mis 7 ans à écrire ce livre, que vous avez ressenti le besoin d'écrire? Alors, d'abord, j'ai cru que c'était de ma faute. Pour qui je me prends? C'est la culpabilité de beaucoup d'enfants. On a toujours l'impression qu'on est responsable de tout. Oui, on se prend pour se mettre au milieu, on dit c'est ma faute, c'est moi, c'est parce que... Non, elle était fatiguée, elle était usée, elle avait envie de partir, je crois. Voilà. Ça, je l'ai découvert en écrivant le livre. Oui, d'ailleurs, parce que il y a plusieurs fois, elle vous envoie des petits messages, votre maman, et vous l'écrivez très bien. Elle dit, faut te préparer, mon enfant. Oui, faut me préparer à rester un enfant, un homme, pas devenir un adulte. C'est là où il y a le positionnement du cheval et de l'enfant. Et j'ai construit ça autour de ça, avec 3 lieux, ma boîte crânienne, l'endroit où je travaille, le café de la Croix-Rouge, qui porte bien son nom, c'est un café que j'aime bien. Qui existe vraiment? Qui existe. Tous les personnages existent. Même Schweppes. On va en parler, j'aime beaucoup. Et la chambre 36. Voilà. Et là-dedans, je vais essayer de me promener avec la brasserie Lip, avec des endroits comme ça, qui sont des repères, où les personnages vont venir me dire non, mais ça se tient ce que dit ta mère. Vous parlez de repères, mais justement, quand on perd sa mère, on perd ses repères aussi, normalement. Oui, on les perd, mais bon, c'est un pilote automatique. Chez Lip, c'est là où je vais. C'est à côté, j'y vais tout droit. Je marche, j'arrive chez Lip. C'est-à-dire que c'est l'habitude qui vous tient à ce moment-là? C'est les endroits où on connaît quand même un garçon de café, le type qui tient, le type qui vous dit bonjour, qui vous, même quand vous êtes seul, vous tient compagnie. Le café de la Croix-Rouge, il y a ce Marseillais Paga, qui parle avec les gens qui m'attendent, qui sait que je prends le café le plus petit possible. Vous voyez, c'est des gens avec qui vous avez une certaine fraternité. Le docteur Jean, le frère de Philippe Jean, Francis, Franck Maubert, qui est un auteur. Tous les gens comme ça qui sont assez fraternels avec vous, ils vous connaissent, ils travaillent avec vous, mon attaché de presse. Donc, si vous voulez, je suis entouré des gens qui travaillent avec moi d'une certaine façon. Toujours sur cette perte de repères, je crois qu'à un moment vous écrivez que vous ne pas vous souvenir de la date exacte de la mort de votre mère. Je ne m'en souviens pas, ça c'est vrai. C'est février, mais c'est l'hiver en tout cas. Oui, c'est février, elle est morte un mois après son anniversaire. Je lui ai offert une montre. Et cette montre, voilà, le temps s'est arrêté juste après, donc c'est un peu bizarre. Mais et pour moi aussi, c'est vrai que je me souviens plus de la date, je me souviens plus les heures qui tombent ne me regardent plus. J'ai le temps longiligne, avec une focale un peu floue, mais l'heure qui tombe, le jour qu'on est, par exemple, je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui, on est mardi 28. Mardi. Ça, je ne sais pas. J'ai pas tellement envie de le savoir. En fait, ça m'a réglé un problème de temps. Oui. Finalement, c'est le moment qu'on vit plutôt que... On n'a pas besoin de définir exactement l'heure du moment que l'on vit. L'important, c'est ce qu'on retient de ce qu'on passe ensemble. Et de cette interview, parce que là, on enregistre le mardi, ça sera en ligne à partir de vendredi. Oui. Mais quelque part, ces mots que nous échangeons, ils seront dans la boîte pour toute la vie. C'est-à-dire que le temps est un truc qu'on nous a imposé et que on n'est pas obligé de vivre avec le temps, quoi. La nuit, c'est la nuit, le jour, c'est le jour. On peut voir l'heure qu'il est à peu près au soleil, où il est, etc. Oui, parce que nous restons des animaux, donc nous sommes soumis à la lune, au soleil. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est pas mal de redevenir un peu détaché. Moi, je n'utilise pas de réseaux sociaux, par exemple. Je prends un téléphone pour téléphoner. Mais j'aime bien rester quand même proche de ce que je suis, c'est-à-dire un être qui vit une vie comme une grande journée et qui va... moi, j'aime bien écrire, en fait. Ça se sent dans le livre, ça se sent. Et l'écriture... Et c'est une plume qu'à vous, je veux dire, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure que c'est un only, un objet littéraire non identifié, c'est vraiment difficile de rapprocher votre écriture avec un autre auteur. Voilà, je trouve que c'est tellement vous. Et c'est inimitable, en fait. Si vous voulez, j'essaie d'être... Chaque mot que j'emploie, les mots sont comme des chevaux. Vous voyez, ça m'intéresse, ça. Oui, c'est des caractères. Ils ont un caractère.
le cheval, pour l'approcher, il y a une façon de se défaire de soi, de plus avoir peur, d'être là avec lui. Par exemple, un cheval, celui qui m'a choisi dans le roman, et ça c'est vrai, ce cheval, je ne le connaissais pas. J'étais dans une prairie, il y en avait 35. Il est arrivé derrière moi, c'est lui qui m'a choisi. Et donc, j'allais derrière lui, il ne me donnait pas de coup de sabot, je le mettais à côté de lui, il ne me marchait pas sur les pieds, il était bien, il était vrai. Et vous acceptez? Oui, il m'a accepté. Sauf qu'il a fallu que je monte dessus. C'était la première fois que je montais sur un cheval. J'ai commencé à aller au pas, ça allait, j'ai vu, bon, c'était un peu comme un sport de glisse. Je travaillais avec les rênes, etc. Puis il a fallu trotter. Trotter, c'est difficile. Puis la neige montait jusque-là, il s'enfonçait. C'est en Suède, hein, c'est ça? Oui. C'est dans le voyage. Ah, parce qu'à un moment, vers la fin du livre, vous allez près du cercle polaire. Ouais, exactement. Ça, c'est un livre où on voyage beaucoup, finalement. On voyage dans votre tête, mais on voyage beaucoup aussi. C'est un road movie. Ouais. Ça n'arrête C'est très beau. jamais. Ce chapitre m'a beaucoup plu. Et donc, à un moment donné, il faut galoper. Alors, je fais mon premier galop, et ça se passe pas bien. C'est vrai que j'ai mal. Et le deuxième galop, je l'ai arrêté au centre du lac gelé où nous étions. Et je lui ai parlé. Et je lui parlais tout le temps, d'ailleurs. Et je lui dis maintenant, on y va à pied, ou je descends, ou alors on galope, quoi. Et là, on a galopé. Et j'ai réussi mon galop. Et j'étais assez content, non pas fier, pas du tout, mais je pleurais. Et je galopais, et je parlais avec lui. Et il était merveilleux, ce cheval, vraiment merveilleux. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec lui, il n'y avait pas de posture. Quand il regarde là-bas, il a les yeux sur les côtés. S'il tourne la tête, sa tête arrive sur votre visage. Vous voyez, si vous êtes à côté de lui. Et je lui disais des mots, il regardait en face. Au moment où je l'ai quitté, il dit au revoir, je suis parti. Et là, il a tourné la tête, il m'a regardé. Il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de... Et ça, c'est une grande leçon que j'ai prise avec eux. Et les chevaux sont un animal qu'on retrouve dans l'histoire de l'homme et qui surtout c'est un animal avec une thérapeutique. C'est-à-dire que c'est des animaux qui peuvent soigner des gens. Vous dites, les mots sont comme les chevaux. Vous êtes parti de là. Oui. Les mots, il faut les dompter. Il faut monter dessus, il faut essayer. Et puis, vous savez, un cheval n'obéit pas à un maître, il obéit à un cerveau. C'est très important. Et donc, quand vous êtes connecté à son cerveau, là, ça commence à marcher. Et le mot, c'est pareil? Et les mots, c'est la même chose. Les mots sont connectés plutôt à votre cœur. Et quand vous commencez à écrire, vous mettez un mot, puis un suivant, puis un après. Parfois, vous revenez en arrière. Mais après, ça forme une phrase qui vous raconte, qui raconte ce que vous êtes. Et on ne peut pas tricher avec les mots. Ça serait ridicule de faire des faux livres, de faire des livres à peu près, ou des livres comme si. Non, il faut écrire. C'est sincère ce que vous écrivez. C'est la vérité. C'est votre vérité, c'est ce que vous ressentez. Moi, je pense. Et vous avez dompté les mots pour pouvoir exprimer justement, pour pouvoir partager le mieux possible avec le lecteur ce que vous aviez dans le cœur. Eux aussi me domptent. Hein. C'est-à-dire que le rapport avec les mots est un rapport parfois. Par exemple, je cherche une idée. Je dis tiens, il n'y a plus de chevaux sauvages. Bon, je dis ça. L'homme a. Et je lis dans la presse 2 jours plus tard, il n'y a plus de chevaux sauvages. Donc, si vous voulez, parfois le tempo de la vie vous rattrape. L'interview de Jean Rochefort que j'ai mis à la fin, qui est extraordinaire. J'adore Jean Rochefort. Ah, oui. J'étais dans le train, je me disais comment je vais finir mon bouquin. Et j'ai revu l'interview dans ma tête et je me suis dit voilà comment je vais finir. Parce que je me souvenais d'une phrase, c'est vivre avec les animaux, vivre avec les chevaux, c'est vivre avec la vie, mais c'est aussi vivre avec la mort. Et ça vraiment, ça déterminait mon texte. Donc si vous voulez, les mots c'est aussi un hasard parfois. Mais vous allez le chercher, vous cherchez le hasard. Parce qu'il y a des connexions dans le cerveau. Un mot vous amène vers un autre, un autre, un autre, un autre. C'est quand on se met à écrire, il y a ça aussi. Puis quand on écrit, on est dans une certaine concentration. On écrit pour écrire. Voilà, exactement. Et parfois, on provoque les mots. Parfois, vous avez des mots qui vous rencontrent. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'il est là. L'interview de Jean Rochefort, par exemple. Et d'un coup, bam, ça vous vient à l'esprit. Vous dites, cette interview était géniale et ça marche avec mon livre. Justement, pour revenir à votre mère, quel était parce que la base de ce roman, ce sont les chevaux, mais c'est surtout votre mère. Donc, quel était le rapport de votre mère avec les chevaux? Parce que là, vers la fin de sa vie, elle redevient une jeune fille de 12. Oui, dans la vérité. Est-ce qu'elle aimait vraiment les chevaux ou c'est... Mon frère aimait les chevaux. Et donc, j'ai fait des raccords entre des gens de ma famille, mes grands-mères, ma tante, etc. Ma mère était pour moi
une personne qui avait peur de l'orage, parce que la foudre était tombée à ses pieds. Donc c'était une femme assez fragile, assez peureuse de la nature. Elle avait un rapport avec la nature qui était particulier. C'est pour ça que je fais parler la nature. Les arbres parlent, Oui. l'eau parle, les heures parlent. Elle parlait. Elle parlait aux plantes, elle parlait quand elle travaillait chez elle, elle faisait le ménage, elle parlait. Quand elle travaillait avec la machine, elle parlait. Donc elle parlait aux choses, peut-être pour se rassurer. Mais moi, je trouvais ça intéressant, moi qui ne parlais pas. De l'entendre parler, ça berçait mon esprit, et donc j'ai mis ça dans le livre. Qui était Schweppes? Alors, Schweppes, c'est le seul personnage qui n'a pas de prénom. C'est un monsieur donc, qui venait chez moi beaucoup. Et j'ose même pas dire qui il était vraiment, parce que il venait. Votre souvent. beau-père, peut-être? Non, il Non. venait Non. souvent. Et il parlait avec ma mère dans la cuisine. Et bizarrement, je n'ai jamais entendu ce qu'ils se sont dit. Je passais à côté d'eux, j'allais me faire un café, ils étaient là. Ils se parlaient, ils se souriaient. Ils se disaient des trucs. Mais je n'ai jamais réussi à entrer dans leur intimité. Donc, je l'ai appelé Schweppes parce que on m'a dit des choses, donc j'ai des doutes sur des... Mais je veux pas entrer là-dedans. Mais son nom ressemblait un petit peu, il y avait SCH aussi, c'est pour ça, non? Pas forcément. Avec quoi? Il y avait SCH, le nom commençait comme ça aussi, Non. peut-être, non? Non, je l'ai appelé Schweppes parce que Schweitzer et Schweppes, c'est bien parce Oui, que c'est pour ça, ouais. Oui, Ouais. parce que le langage qu'ils ont trouvé entre Ça eux, fait sérieux? quand ils se parlent avec les mots, Ouais. ils écrivent dans l'espace, les mots sont lumineux, ils les voient, etc. Il la découvre en disant vous êtes muette, sourde? Non, je ne vous crois pas. Et là, lui, il lit Madame Bovary tous les jours, des éditions différentes. Et là, ils rentrent en contact tous les deux. Elle lui dit surtout ne le dites pas parce que sinon. Et là, ce contact rentre vraiment comme deux enfants qui se sont cachés dans une cabane et qui peuvent parler ensemble. Donc je les ai mis comme ça en. Voilà, j'ai mis Schweppes et puis je trouvais ça drôle Oui. de l'appeler Schweppes. Voilà. Votre mère dit, donc vous l'écrivez, tu sais, mon petit chat, après la mort de ton père, quand j'étais enceinte de toi, je me suis arrêtée de parler, je suis devenue muette. Muette. Ce n'est pourtant pas votre histoire. Pourquoi cette invention? Car dans votre premier roman, votre premier livre, L'homme qui ment, aussi dans cette magnifique maison d'édition Fayard, vous racontez l'histoire de votre père cégétiste. Donc pourquoi cette invention? C'est parce que vous êtes un romancier, bien entendu. Hein, on va pas... Mon père est mort, j'ai écrit un livre sur lui il y a 10 ans. Et puis là, ma mère mourant ensuite, j'ai décalé le truc. J'ai dit, mon père est mort. Après la mort de ton père, je suis devenue différente. Et c'est vrai qu'elle est devenue différente. Elle a commencé à pardonner des choses qui étaient pour elle difficiles à vivre. Parce que quand on enlève à une femme, c'est une sœur, bien sûr, c'est une mère, mais c'est surtout une femme. Et quand on enlève la féminité d'une femme, c'est inacceptable. Et pas pour moi, mais certainement pour elle. Et donc, si vous voulez, elle a ensuite travaillé là-dessus. Elle a travaillé sur la mort de mon père. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit au début, j'irai le tuer, même s'il est mort, j'irai le tuer quand même. Et donc, il y avait un vrai rapport entre eux. C'était deux personnes qui se sont connues très jeunes, à l'âge de 14 ans. Et ils étaient très bohèmes. Ils étaient très différents des autres. C'est ma tante qui m'a raconté ça. Et ils pensaient qu'ils allaient traverser l'océan sans jamais avoir de problème. Le bateau a chaviré. Mon père est parti en Algérie. Ça l'a esquinté, ça lui a fait beaucoup de mal. Il est mort là-bas d'une certaine façon. À la guerre d'Algérie, vous voulez dire? Ouais, même s'il est revenu. Lui vivant, mais quelque chose de lui est mort là-bas pendant les événements, comme on le disait à l'époque. Et ma mère en est morte aussi, puisque c'est quelque chose de contagieux, vous comprenez? Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, finalement les deux partent. Et ils ont eu leurs enfants entre 57 et 62. Voilà, donc si vous voulez, c'est... Et puis lui était athée, ma mère était croyante, c'était un peu... Voilà. Et donc j'ai voulu travailler là-dessus, sur cette idée que quand ton père est mort... Voilà, c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire comme ça. Vous écrivez, c'est magnifique, c'est l'une des plus belles phrases de ce livre, et il y en a beaucoup. Les adultes sont des enfants qui n'ont pas réussi. Ouais. Êtes-vous un enfant qui a réussi? Non, moi je suis plus un enfant. Mais j'espère ne pas devenir un adulte, j'espère être un homme. Et au-delà de ça, vous savez,
je suis pas très fier d'être un homme. Les femmes, très peu, 3% de femmes sont en prison. Bon. Mais pourquoi vous n'êtes pas fier d'être un homme? Je veux dire que quand vous voyez... Parce que ce sont des assassins, des hommes, c'est pour ça? Ce sont des l'homme. délinquants? Les femmes font les enfants font les femmes, les hommes font des enfants soldats. Les hommes ont des propriétés, veulent que ça soit à eux. Et puis ce mystère de la femme l'obsède à tel point qu'il la discrimine dans le monde entier, qui lui fait du mal. Et donc, si vous voulez, je suis pas tellement fier de ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous montrez maintenant votre côté un peu féministe, d'une certaine revendication, ou Non, c'est simplement, ou c'est pas un combat politique, mais un combat humain chez vous? Le livre est pas politique, mais non, pas du il tout. exprime des idées, Ah oui, oui, beaucoup. malgré tout. Et donc, si vous voulez, je suis pas fier des adultes, c'est ça que je veux dire. D'accord. Être un homme, c'est plus compliqué. Être un grand homme, pourquoi Prévert est un grand homme? C'est parce qu'il a su garder cette nature d'enfance. Ah oui. Et sa nature d'enfance, c'est-à-dire que c'est un courage. Un courage qu'on abandonne pour une télévision, un courage qu'on trahit pour de l'argent. Donc, si vous voulez, c'est là où j'ai vu un film qui s'appelle My Stolen Revolution, qui est sur l'Iran. Une jeune femme était une chef de réseau, et son frère se fait tuer, donc elle se fait exfiltrer. Elle culpabilise pour ça, car ses 4 copines, elles sont allées en prison, dans des prisons différentes. Elle se retrouve après, en Allemagne, les 5. Et les 4 lui racontent leur vie. Simplement, je remarque que chez ces 4 femmes, aucune d'entre elles n'est comme un homme qui revient de la guerre, donc qui déprime, qui va dans un club où il n'y a que des gens comme ça, qui se drogue ou qui boit. Non. Elles continuent la vie. Elles construisent la vie. Elles font des enfants. Vous comprenez? Alors que les hommes s'arrêtent toujours un moment. Ouais. Les hommes dépriment toujours. Ouais. Parce que c'est difficile de vouloir être propriétaire. Vous écrivez, une mère vous met au monde en vous donnant le jour, puis vous remet au monde le jour où elle meurt. Oui. Votre mère est morte en 2011, donc si je calcule bien, vous avez 13 ans aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que elle me remet au monde parce qu'elle m'a laissé dans ma poche sa vie, que je continue à découvrir. Alors j'invente des choses, évidemment. On n'est rien sans inventer. Non. Ça permet de survivre. Oui, ça permet de rire. Mais, vous savez, la mort, on ne sait pas ce que c'est. Certains d'entre nous pensent qu'il y a autre chose après. La question est ouverte. La vie, on ne sait pas ce que c'est que non plus. On sait ce que c'est que l'existence, qu'on peut avoir une influence sur son existence, mais la vie elle-même, personne n'est capable de l'expliquer. Et l'amour non plus. Les 3 choses les plus importantes sont inexplicables, et la seule chose importante entre la vie et la mort, c'est l'amour. C'est ça que j'essaie de dire. J'essaie de dire qu'il faut choisir la vie, toujours choisir la vie. Et après la mort de ma mère, j'ai pas toujours choisi la vie. Et quand j'ai sorti le livre, qui m'a été demandé par mon éditrice, avec insistance, je l'ai donc fait lire. Je l'ai lu avec mon attaché de presse, Marie, qui est dans le livre d'ailleurs. Et on a trouvé ça bien. Donc j'ai accepté de le donner. Et ce jour-là, ma vie a changé. Ma vie a changé. C'est miraculeux quand même, l'écriture. Le fait d'avoir sorti ce bouquin, d'un coup, il me revient, les phrases me reviennent. Alors, le garçon qui a récupéré mon document me disait, c'est un très beau livre. Il était vraiment touché par le livre. Donc j'ai commencé à croire que c'était un beau livre. Mais ça l'est, Marc, ça l'est. Et donc, si vous voulez, ça m'a fait du bien, parce que c'est un livre qui parle de la vie, qui parle de l'espérance, qui parle d'abord des chevaux. Et à l'intérieur de ça, j'ai essayé de montrer les lunes, de montrer le chemin pour aller vers les arbres, les heures qui parlent, l'eau qui parle. Tout ça me concerne beaucoup. Et donc, si vous voulez, j'ai essayé de mettre de la vie partout. Parce que, vous comprenez, on a un regard avec la mort, c'est non, ça va très bien, il a rien. Non, il a pas rien, il va mourir. On le voit d'ailleurs qu'il est mort. D'ailleurs, la photo que m'a faite ma mère, la dernière qu'elle m'a faite, j'ai dit, tu peux pas me faire une photo comme ça. Hein. Elle était morte sur la photo. Elle a retrouvé un peu de vie pour me donner son regard. Mais voilà, c'était déjà terminé. Elle était fatiguée. Je vous propose un peu de lecture.
Alors comme à chaque épisode, j'ai choisi un extrait du roman, donc je vais vous lire. Je vais vous lire la Parce que page. moi, je ne peux pas le lire à cause Des lunettes. Alors, on va des tout lunettes. dire. Hein. Normalement, c'est l'invité qui lit, mais vous n'avez pas les lunettes. Non, j'ai pas les bonnes Voilà. lunettes. Donc je vais avoir cette lourde responsabilité Merci. de lire le texte que j'avais choisi pour vous. C'est la page 75. J'entends sa voix. Elle m'appelle par des noms d'animaux selon le sentiment qu'elle devine en moi. Mon petit chat, pour dire tu es beau, tout va bien. Mon petit rat, quand elle me sent nerveux, anxieux, préoccupé. Mon petit coq, quand je me vante un peu, que je crâne, que je suis content de moi. Mon autruche, quand je cache ma peur, quand je regarde ailleurs ou que je n'assume pas. Mon loup, quand je suis jaloux. Mon chameau, quand je fais la gueule. Ma puce, quand je suis perdu comme un enfant. Mon petit piaf, quand je vocifère en volant. Peau de toutou, quand je veux me faire pardonner. Mon cochon, quand je tâche ma chemise avec de la sauce tomate. Mon canard, quand j'ai tort. Mon ours, quand je suis grognon. Mon zèbre, quand j'ai une drôle d'idée derrière la tête. Mon petit singe, quand je la fais rire. Mon petit loir, quand je m'endors et quand je me réveille. Mon petit lion, quand je ne sens pas très bon et qu'elle dit à la douche. Mon petit âne, quand je suis têtu comme une mule. Beau merle, quand j'en rajoute. Mon petit bouc, quand je me vexe. Mon petit mouton, quand je boude à cause de la pluie. Mon éléphant, quand je suis sans défense. Mais tout être humain va se reconnaître dans ces mots. Ça fait du bien. C'est vrai qu'elle me donnait des surnoms, j'en ai ajouté d'autres, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est d'imaginer son prolongement, d'imaginer sa façon aujourd'hui qu'elle aurait de me dire des choses. Mais Beaumerle, par exemple, c'est mon attaché de presse quand je parle de temps en temps, elle me fait « Ah, Beaumerle ». Donc ça m'a plu, cette phrase m'a plu. Merle le chanteur. Ouais, Oui. c'est joli, c'est une jolie phrase. Et sinon, votre maman, elle utilisait quelle petite métaphore animalière, petit nom animalier pour vous? Mon petit chat, c'était vraiment comme ça qu'elle m'appelait beaucoup, mon petit cœur, mon petit chat. Et puis c'est vrai qu'elle pouvait m'appeler de temps en temps mon petit loup ou mon petit bouc. Mais bon, et quand je devais prendre ma douche, quand je sortais, elle me dit « Tu t'es bien changé parce que si tu as un accident dans la rue, il faut absolument que tu sois propre à l'hôpital. » Ça, tout le monde va le comprendre. Voilà. Ça, toutes les mamans et toutes les mamies vous ont dit ça un jour. Ah, j'aime bien ces petits noms, mais ne plus les entendre est, j'imagine, insupportable. On ne peut pas s'y faire. J'aime beaucoup, page 182, cette manière dont vous parlez de l'absence qui va se créer. Là aussi, c'est le travail du romancier, de l'écrivain qu'on doit connaître vraiment, parce qu'on vous connaît l'immense star de la chanson, mais je pense et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans ce podcast littéraire, il faut qu'on découvre, qu'on apprenne à connaître Marc Lavoine, écrivain. Moins de maman, moins de j'arrive, moins de je t'attends, moins de câlins, moins de pas lents, moins de jardin, moins de tu m'entends, moins de c'est joli par là, moins de voix, moins de temps, moins bien qu'ici, moins bien qu'avant. C'est tellement fort d'un point de vue littéraire. Vous savez, ce sont des mots simples. Et ça m'a rappelé cette chanson de Léo Ferré, que vous devez aimer, j'imagine, préface, quand il dit « Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. » Et là, on est là-dedans. Vous parlez de Prévert. C'est aussi une langue simple et des mots simples à qui la poésie apporte la grâce. C'est beaucoup ce que vous dites quand même. Dans le choix que vous faites de ne pas utiliser des mots compliqués. Vous savez, les écrivains qui veulent se vanter pensent qu'ils ont l'air plus écrivains en utilisant des mots compliqués. Vous utilisez des mots simples. Et c'est ça qui me plaît dans votre livre aussi. De temps en temps, je fais des listes et je dis bon, j'arrête les listes parce que il y a aussi les listes à la Prévert. Oui, vous savez, de temps en temps, je fais des listes, ouais. Ceux qui se suicident, ce machin. Et puis je dis bon, il faut que j'arrête les listes parce que de temps en temps aussi, je me regarde en train d'écrire et puis je me dis le personnage peut dire ça, il peut dire arrête les listes, se critiquer soi-même. Mais c'est vrai que j'aime, par exemple, c'est joli par là. C'est joli par là, c'est une phrase que ma mère disait souvent. C'est beau. Hein. Quand on passait dans un sous-bois, enfin vous savez ces arbres qui se touchent, on passait comme ça avec notre petite 4L. Et elle disait regarde, c'est joli par là. Il y avait du soleil, c'était le dormeur du Val. Il y avait vraiment la lumière, il y avait toute la beauté de ces textes-là. Et donc si vous voulez, la poésie, elle était très présente chez mes parents. Mon père était très cultivé, et ma mère aussi, mais la poésie, les mots, ils ont compris que c'était ça qui allait me sauver la peau et que grâce aux mots, j'allais construire ma vie. Voilà, c'est vrai que les mots, je les respecte beaucoup parce que grâce à eux, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler, je me suis jamais arrêté. Et puis j'ai remis les prix des meilleurs élèves de France en philosophie, en lettres, à la Sorbonne. J'étais ému parce que j'étais jamais allé à la Sorbonne. Et, quel honneur quand même. J'étais sur scène en train de remettre les prix à des jeunes gens qui écrivaient bien. Et donc, écrire, ça m'a fait rentrer dans le vif de la société. Le théâtre
et l'écriture m'ont fait comprendre le monde. Grâce à... Et puis la photographie, le cinéma, évidemment, tous les arts, j'ai pu quand même discerner ce qui se passait dans le monde. Savez-vous quelle est ma chanson préférée de votre immense répertoire? Alors, on va écouter un tout petit morceau, comme ça vous allez la reconnaître, bien entendu. Oui. Cher ami, bien sûr. Mais je pense que c'était ça d'ailleurs. Vous voyez, on commence à être connecté, c'est bien. Non, parce que c'est aussi certainement celle que je préfère, parce que, en fait, en écoutant Partir quand même de Françoise Hardy, Sublime. je suis parti donc en voyage avec Aboulker et il a écrit tout l'album, toute la musique. Et moi, je n'ai pas écrit un mot. Et puis j'avais cette chanson, et puis j'ai voulu lui répondre. Et donc quand j'ai sorti Cher Ami, elle l'a écouté, l'album, et elle a aimé cette chanson. Comme si, je lui ai pas dit que c'était une réponse, je la connaissais pas. À Partir quand même, ouais. Elle m'a appelé, elle m'a dit j'aime beaucoup votre album, etc. Est-ce que vous voulez venir chanter à la télé avec moi, etc. Et je lui ai jamais dit que c'était une réponse à Partir quand même. Je lui ai dit vers la fin, quand on s'écrivait des mails. Et donc cette chanson, Partir quand même, c'est une sublime chanson. Et Cher Ami, c'est la réponse à la chanson de Françoise Hardy. Qu'elle l'ait reconnue, ça m'a interpellé. Je me suis dit, comment elle a pu aimer cette chanson sans savoir que c'était une réponse à sa chanson? C'était dingue. Et donc, quand je lui ai appris ça, elle était assez étonnée. J'aime beaucoup l'histoire que j'ai, une petite histoire que j'ai eue avec elle, parce que quand on a enregistré Cher Ami ensemble, tout le studio était refait en noir. Il y avait un piano. Et on a joué ça au piano ensemble. J'ai baissé la tonalité pour la mettre à la hauteur de Françoise. Et c'est un joli cadeau qu'elle m'a fait. Ouais. Vous n'allez pas me croire, ma chanson préférée, de l'immense répertoire aussi de Françoise Hardy, c'est cette chanson, Partir quand même. C'est une merveille. Pour moi, c'est l'année de seconde au lycée Gambetta d'Arras. Vous savez, on a tous des chansons. Pour moi, c'est le début de la liberté et tout. Je trouve que cette chanson est merveilleuse. Donc j'ai pensé à votre chanson Cher Ami en lisant votre livre à plusieurs reprises. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que c'est une chanson, c'est une lettre que vous écrivez dans ce. Donc il y a l'acte d'écriture. Puis aussi, vous présentez des excuses, et j'ai l'impression qu'à certains moments, vous présentez des excuses à votre maman, parce que vous sentez, vous l'avez un peu évoqué au début, une sorte de culpabilité de ne pas avoir été assez présent vers sa fin. Bien entendu, c'est à tort, mais j'ai l'impression que ce livre, c'est aussi une demande de pardon à votre maman. C'est un livre, en fait, j'ai vécu en direct les événements. C'est-à-dire que je me suis pris pour le centre du monde, quoi. Pour qui je me suis pris pour me dire, c'est de ta faute. Enfin, faut avoir un peu d'humour sur soi et se dire, c'est pas parce que je vais mourir moi que mes enfants vont s'arrêter de vivre. Je suis pas au centre du monde et mes enfants seront pas responsables de ma mort. En écrivant le bouquin, j'ai un peu compris ça, mais pas vraiment. En sortant le livre, en le donnant à mon éditrice, à l'éditrice de chez Fayard, Lise Borel, j'ai senti que c'était pas responsable. Et si vous voulez, ça vous soulageait, ça m'a fait un bien fou. Ah ouais. Parce que j'ai écrit sur la vie. Et du coup, je me rends compte que le livre, il est joyeux. Parce que ma mère, quand on part à l'avant-bout du monde pour qu'elle aille mourir avec les chevaux, l'hôpital m'appelle, évidemment. On me dit, elle est morte. Je sais, j'arrive. Et j'arrive à l'hôpital. On a fait 600 bornes. Et j'arrive à l'hôpital. Donc, si vous voulez, toute cette distension des choses, ça m'a beaucoup aidé à accepter ça. Il y avait une séquence que j'ai enlevée à côté de l'arbre où elle me disait, si tu traverses l'arbre, si tu y crois, tu peux en 2 minutes traverser l'arbre, tu arriveras de l'autre côté, etc. Et là, on arrivait dans la prairie des cocottes en papier. C'était un hommage à Léo Ferré que je faisais et je trouvais que c'était assez beau de me dire, ne dis pas que c'est des cocottes en papier, parce que si les adultes apprennent ça, ils vont toutes les tuer. Vous voyez ? Donc il y avait quelque chose. Bon, alors j'ai enlevé ce passage parce que c'était pas nécessaire. Mais si vous voulez, elle m'a donné beaucoup d'idées. Ce livre, je lui dois. Je le dois à mon père aussi, évidemment, parce que beaucoup dans ce que je raconte vient de mon père. Dans la culture notamment, il y a beaucoup de références culturelles. Mais c'était un mélange des deux. Mais le premier livre était sur mon père et ma mère. Là, il est sur ma mère après mon père. Voilà. Et donc, et moi, je suis après eux. Quelle est la différence majeure entre écrire une chanson et écrire un livre ? Une chanson, c'est... vous savez,
Les yeux revolver, par exemple, moi, je me suis pas rendu compte, mais un peu spécial, les célibataires, le visage pâle, les cheveux en arrière. Vous faites ces 4 phrases, déjà, ça raconte quelque chose. Les Après, images arrivent. Après, vous faites tellement si belle, vous mettez tellement si, faites une faute, clac, ça accroche l'oreille. Et ensuite, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Voilà, votre chanson est faite. Vous avez fait le chemin en quelques mots, en 10 mots. Alors après, vous voulez écrire une comédie musicale, c'est différent. Par exemple, Les Souliers Rouges, il faut poser les choses. Il faut, d'abord, on connaissait peu Les Souliers Rouges en France, donc il fallait raconter. C'est avec Arthur et C'était Cœur de avec- Pirate. C'était avec Arthur H. et Arthur Cœur de H. Pirate. et Cœur de Pirate. Un premier disque. Ensuite, on a fait le premier spectacle. Il fallait réécrire des chansons. Puis après, il y a le deuxième spectacle, celui qui passe maintenant, qui part en Chine d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, c'est 15 ans de travail. Donc, c'est vraiment une focale différente. Vous voyez, le roman ou le récit, pour le premier, c'était plutôt un récit. Mais j'avais mis le roman de Range Oliver, récit basé sur une histoire fausse. Là, c'est le roman d'une jument, récit basé sur une histoire vraie. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, j'essaye de jouer avec les nuances pour faire d'un récit un roman, et là, d'un conte, une sorte de fable, de conte, un roman quand même. Parce que c'est intéressant de créer quelque chose, c'est intéressant de sortir un peu de soi, d'aller un peu ailleurs, pour que, je pense, je l'ai pas relu, mais quand je le relirai, au moins, je me dirais, ah, tiens, C'est pas mal quand même. Hein. Non, Ouais, mais je ouais, me on est dirais, content, voilà, ouais. c'est bien, parce que Ça fait quelque chose de nouveau. tu as Ouais. fait coller la vérité Ouais. avec pas un mensonge, mais une invention. Il convient de dire quand même, parce qu'on parle beaucoup de deuil, etc., que le livre n'est pas triste. Ah Ah non, non, il n'est pas triste du tout. Il D'ailleurs, est dans drôle. l'écriture, c'est une écriture, elle est virevoltante. Vous osez utiliser plein de mots qu'on n'utilise pas forcément toujours dans les romans bien propres. Il y a plein de moments drôles, il y a aussi beaucoup d'autodérision. Et ça, je vous ai découvert là dans ce domaine. Page 138, par exemple. oui. Vous décrivez la scène d'une interview au journal Libération. Voilà, Oui. vous donnez une interview à Libé Oui. et vous demandez à votre attaché de presse, Marie, de vous Oui. prêter son rouge à lèvres. Oui. Vous lui faites dire, en parlant de vous, un romantique au bord du coming out. Et vous faites dire à Fred, qui est un de vos assistants, je pense, dans Mon manager. bon, votre manager, tu veux briser ta carrière dans l'IB avec photo noir et blanc à la Mapplethorpe, façon fouet dans le derrière. C'est très drôle quand même. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où moi je flirte un peu. Si vous voulez, on est dans un système très propre, mais qui finalement est assez sale. Rimbaud, il n'aurait pas été bien accepté parce qu'il, Ah non. voilà. Donc, si vous voulez, on aime les gens quand ils sont morts et quand ça devient des vedettes. Et moi, j'aime pas trop le monde des vedettes. J'aime bien le monde de la vérité. Donc, c'est vrai que Mapplethorpe est un type que j'adore. Cette image de lui avec le fouet dans le derrière est une image hyper blessante. C'est une image difficile, mais elle est là. Elle est là et elle raconte une histoire. Donc, si vous voulez, j'aime bien jouer avec ces nuances. C'est comme quand Svirk, le photographe, j'ai fait des photos avec lui, il parle tellement vite qu'il a déjà fait la photo, il est déjà en train de partir. C'est vrai. C'est comme ça. Donc, quand je tombe au sol et que je saigne, il fait la photo avec ça va être formidable, etc. Il est déjà parti sur sa Triomphe pour faire des photos pour Air France Magazine. Si vous voulez, j'aime bien mettre les gens, de retrouver leur personnalité en les écrivant. Pour faire référence à ce que vous disiez, un romantique au bord du coming out, pensez-vous qu'un chanteur qui plaît aux femmes ne pourrait pas aujourd'hui, en 2025, faire un coming out? C'est-à-dire qu'on en est encore là, parce qu'on sait que... Un coming out sur quoi? Sur le fait d'aimer des hommes aussi, par exemple. Parce que là, il y a beaucoup de grands chanteurs qui plaisaient beaucoup aux femmes, qui ont dû cacher leur attirance pour les hommes. Je pense que... Moi, j'aime les femmes, mais bon... Si j'avais aimé les hommes, je me serais empressé de le dire. Je pense que, par exemple, Dave, le chanteur Dave... Il a mis longtemps avant de pouvoir le dire. Non, il l'a dit assez rapidement, finalement. Au début de la carrière, il devait le cacher. Il l'a jamais caché. Enfin, mais après, il l'a dit... Il a dit, avec le fromage, j'aime les dames. Ça a été tellement drôle, parce que quelqu'un qui ment, pas seulement sur sa sexualité, mais... vous faites un spectacle, par exemple, et ça marche pas très bien. Donc vous dites, ah oui, mais les gens n'ont pas compris. Non, les gens ont très bien compris. Les gens ne sont pas des imbéciles. Les gens ont très bien compris. Moi, j'ai des disques qui ont moins bien marché parce que c'était des disques qui étaient moins bien. J'ai très bien compris pourquoi. Il faut arrêter toujours de trouver une raison qui soit positive pour sauver son image. Le coming out, c'est ça déjà. C'est essayer de dire la vérité sur ce qui nous arrive et sur ce qu'on fait. Un disque qui marche moins bien, c'est parce que vous considérez. Le coming out, c'est de dire, il était un peu moins bien que les autres.
Ça peut être ça aussi. Ça Le peut coming out, c'est une vérité artistique aussi. Il peut y avoir plusieurs domaines de vérité autour de ça. On peut mal s'entendre avec un producteur, il est moins bien, etc. Mais par exemple, un disque comme C'est ça la France, un disque sur lequel Petit à Petit Feu est une vidéo avec des cigarettes, des filles qui fument des cigarettes avec les seins nus, et une star du porno qui est dans le refrain. C'est ça la France, avec la vidéo que j'ai faite avec Sylvain Bergère, le duo avec Princesse Erika, c'est quand même des prises de position. Et donc, si vous voulez, chaque chanson sur les attentats, mais ça m'a fait avancer. J'en ai vendu 100 000 ou 150 000, mais aujourd'hui, c'est ça la France, je ne peux pas leur tirer de mon spectacle. Vous voyez? Donc, la chanson a été poussée par des chansons qui n'étaient pas des chansons positives. Dans Paris, par exemple. Dans Paris, je marche à l'envers des voitures. Une de vos plus belles. Enfin... Oui, mais de marcher à l'envers des voitures, contre les voitures, il y a quelque chose... Il y a un message. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut savoir aussi déplaire un petit peu pour plus tard plaire. Il y a des chansons qui sont faites pour être immédiatement retenues. D'autres chansons, Cher Ami, par exemple, quand je l'ai sortie, Les Yeux Revolver, on ne voulait pas que je la sorte. Qu'est-ce que t'es belle, on voulait que je fasse ce duo avec quelqu'un d'autre que Catherine Ringer. Parking des Anges, C'est ça la France, c'est des chansons, on m'a dit, oh là là. Sauf que si je les avais pas faites, ce ne serait pas tout à fait pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de références culturelles dans votre livre, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, notamment artistique. Vous écrivez, je ne l'ai jamais senti ce Dali, en parlant de Salvador Dali. Vous citez sa fameuse phrase, Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. Oui, oui, parce que c'est un traître. J'ai jamais vraiment été... Bon, j'ai beaucoup aimé le chien andalou. C'est vrai que... Le film de Buñuel. Ouais, le film avec Buñuel. Et quand il se fâche avec Buñuel, il y a déjà quelque chose. On sent qu'il va trahir le surréalisme. Quand il se met à la place de la Joconde... oui, c'est un peu too much, Notre ami Duchamp a dit « j'ai des ailes au cul », il a mis la Joconde avec une moustache, ok. Mais l'autre, il se met à la place de la Joconde, le type devient une publicité elle-même. Donc ça devient le chocolat Lindt, etc. Très bien, c'est un comique assez chic, la machine à coudre. Mais... dire que la gare de Perpignan est le centre du monde, c'est joli, c'est très beau. Mais c'est quelqu'un qui faisait... Je sais pas. Je préfère Picasso. Ouais. Bah, moi, j'aime pas trop Dali, sauf un tableau. Jeune fille à la fenêtre qui est exposée dans la ville qui m'a accueilli pendant 30 ans à Madrid, au musée de... Il a du talent. Mais de la Reine Sophie. Son talent, il l'a mis dans les hôtels de luxe. Et il l'a mis ailleurs que sur les tableaux, je crois. Petite respiration musicale. En même temps, pour qui je me prends pour critiquer Dali? Oui, vous pouvez redire la phrase, parce qu'il y avait la petite... En même temps... Ça me gêne de critiquer Dali, mais on a le droit de critiquer Dali. Et on a le droit aussi de critiquer Marc Lavoine si on l'aime pas. Mais... Donc voilà, les artistes prennent des risques. Moi, j'aime pas critiquer les artistes parce que, sauf si c'est quelqu'un vraiment qui dit des grosses bêtises et des choses insultantes. Mais je trouve que quelqu'un qui... Il a laissé quelque chose quand même, Dali. Il y a des photos magnifiques. Voilà, donc, si vous voulez... C'est Philippe Elsman, je crois, qui a fait des photos magnifiques de Dali. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il n'a rien laissé. Je dis qu'il a trahi le surréalisme, c'est ça. Et ma mère lui en veut. C'est pas moi, c'est pas Marc, c'est Marcel qui raconte que sa mère en veut à Dali. Alors comme pour chaque invité, je vous ai demandé de sélectionner une chanson. Quel morceau avez-vous choisi et pourquoi? Je sais plus. C'est les Rolling Stones. Ah, Wild Horses, oui. On va écouter un tout petit morceau. Merci. No, I can't let you. I have my freedom, but I don't have much time. J'ai ma liberté, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce pour cela que vous faites tant de choses, des disques, des films, des livres, Marc Lavoine? Sentiment d'urgence par moment? Je sais pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire que je me réveille le matin, ou bien je viens chez vous, et ça, pour moi, par exemple, c'est le même travail. Je fais pas de différence entre les gens qui disent la promo, c'est chiant, ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que qu'on vous donne la parole, qu'on s'intéresse à vous, c'est tellement incroyable. Parce que je parlais pas quand j'étais môme, donc je voulais dire, écrire des choses pour dire je t'aime, pour dire on se parle. Pour ça, j'ai travaillé avec le Papotin pendant 20 ans, parce que c'est des jeunes qui avaient le droit et le devoir et l'envie de s'exprimer. Ensuite, j'ai travaillé avec
les enfants qui ont le cancer parce que ça m'intéressait de percevoir qu'il y avait une grâce chez eux, qu'il y avait une force. Il y avait aussi dans les hôpitaux des gens qui soignent, des gens merveilleux. Les gens sont incroyables. Les gens ordinaires, ceux qui ne disent rien, sont incroyables. Et donc, si vous voulez, voilà, j'essaye tous les jours d'écrire, de dessiner, parce que ça me plaît et que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'aimerais que l'on parle des autres personnages de votre roman. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré quand même dans la vie. Et j'aime beaucoup Cécile, votre éditrice. Alors moi, réflexion, je me fais souvent, je dis qu'il ne faut pas tomber amoureux de son éditrice ni de son psy, même si c'est tentant dans un cas comme dans l'autre. Non, je pense que d'abord... Non, mais moi, quand je travaille avec les gens, en général, cette question n'existe pas. C'est-à-dire que... Mais elle avait un rapport si vous voulez, au deuil, qui est très fort. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et on en a parlé avec délicatesse. Et donc j'ai eu envie de la mettre là au centre, comme une sœur, comme une âme sœur. C'était mon âme sœur dans le livre. Et ce rapport que j'ai avec elle est un rapport très fort. Et je m'engueule avec elle, franchement. Alors je m'engueule pas avec Franck Maubert, je m'engueule avec elle. Parce que vous devez travailler ensemble sur un texte et parce que... Parce qu'elle me demande d'aller vivre avec ma mère et qu'elle pense que ma mère a raison et que moi ça me rend dingue. Oui, parce qu'elle est présente dans votre vie personnelle aussi. Voilà, je me fâche avec elle, je lui dis je veux plus te voir, etc. Et ça c'est important parce que une femme qui vous donne la parole, qui vous donne le droit d'écrire et qui parfois vous pousse à écrire quelque chose, vous pensez que c'est pas bien mais elle sait que c'est bien. C'est important d'avoir des femmes dans sa vie. Moi, j'en ai eu, des femmes qui m'ont donné le courage de faire quelque chose, vous voyez. Des hommes aussi, Chabrol m'a donné du courage, Gatliff aussi, mais derrière, mon agent était une femme à l'époque, elle m'a donné du courage, elle m'a montré qui je pouvais devenir. Comme mon professeur de lettres m'avait dit, tu peux construire ta vie autour des mots, s'il ne m'avait pas emmené au théâtre, s'il ne m'avait pas emmené voir des films, s'il ne m'avait pas dit cette phrase, j'aurais peut-être jamais osé écrire. Marc Lavoine, vous êtes très attachant à travers ce livre. Moi, j'ai vraiment l'impression de découvrir une autre personne que le compositeur, interprète, chanteur, écrivain de textes aussi, de chansons. On vous découvre vraiment dans ce livre. D'ailleurs, on vous a reproché de montrer un peu trop votre amour pour Adriana. Mais que voulez-vous? Vous êtes un tendre. C'est le sentiment que j'ai après avoir lu ce livre. Est-ce que ces reproches, ces remarques vous ont blessé? Est-ce qu'on a aujourd'hui en France encore le droit d'éprouver de l'affection et de le montrer? Pour être franc, ce qui m'ennuierait, c'est de noircir, comment dirais-je? Si vous voulez, pour être franc, pour dire la vérité, la méchanceté existe, la jalousie existe. Mais honnêtement, dans la rue, quand je croise les gens, le jour où j'ai croisé un taxi, je monte dans le taxi, il me dit « Je suis tellement heureux pour vous deux ». Et je n'avais même pas encore parlé, il m'a fait « Vous savez quoi? Ça fait 30 ans que je suis marié, j'ai eu l'impression de me remarier ». C'est des phrases fortes. Des types dans la rue, à l'entrée du métro, me regardent et il me dit « Mon chanteur préféré ». Donc c'était un type d'origine étrangère, mon chanteur préféré. Et l'autre à côté disait rien, il fait bravo. Et les gens ont des marques d'affection très fortes. Alors, les gens qui disent des choses, je les connais pas, ils n'ont pas de nom, ils montrent pas leur visage. Ça ne me fait pas de mal. Et puis, si une histoire d'amour met fin à mes livres, met fin aux chansons, met fin à ce que je fais, alors là, je ne comprendrai plus la vie. Vous voyez, je crois que la vie, quand on est honnête, je pense que la vie peut être gentille avec vous. Et je pense qu'il faut être gentil avec nous. Je pense qu'on doit soutenir les gens. On doit être heureux pour eux. Alors c'est difficile parfois parce que... Il y a des jaloux. Eh oui, il y a des jaloux. Le bonheur déplaît à beaucoup de gens. Je comprends la jalousie, je la comprends. Mais elle n'est pas nécessaire. La violence, la jalousie, disons la moquerie... J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais été copain avec la moquerie. J'ai toujours eu peur de faire du mal à quelqu'un. Parfois même, j'appelle un copain après avoir dîné chez lui. Je fais, je suis désolé, je t'ai dit cette fois
ni pas du tout. Vous voyez, donc, mais j'aime pas la moquerie, j'aime pas le mépris, j'aime pas ça. Et donc, la liberté, ça n'a pas de prix, mais c'est cher payé. Mais je suis prêt. C'est le moment du questionnaire de Fred. Alors, ce sont des questions courtes Et des réponses courtes. Où écrivez-vous? Alors, j'écris plutôt en voyage. Plutôt. Quand écrivez-vous? Quelle heure du jour et de la nuit? Alors, j'écris toute la journée. C'est-à-dire que dès que je pense, j'écris. Et dès que je pose mon stylo, j'écris. Dès que j'appuie sur les touches, j'écris. Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture? Non, aucune. Ah, j'ai eu longtemps une superstition. Tu peux la dire? Oui, je voulais pas écrire le mot mort. Voilà. Ah, oui. Donc la superstition est réglée. Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez? Non. Non, la musique, parce que écrire, c'est de la musique. Donc, il faut écrire musicalement. Il faut que les phrases soient musicales. Il faut que les ruptures d'équilibre soient aux bons endroits. Donc, non, j'écoute sans musique. Quel livre vous a-t-il le plus marqué, enfant? Le livre? Ouais. C'est l'anthologie de la poésie française. Je crois que là, il y avait... Pompidou? Oui. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Voilà. De Georges Pompidou, président de la République, Exactement. et qui était un homme extrêmement lettré et un grand amoureux de la poésie. Absolument. Quel est le livre le plus important de votre vie? Le livre le plus important de ma vie, là, c'est difficile. Je dirais que, alors il y a un livre qui m'a beaucoup plu, c'est le livre de Garouste, L'Intranquille, qui est un livre formidable. Vraiment, Garouste est un peintre que j'adore. C'est un immense peintre, mais il a écrit un livre qui m'a donné le courage d'écrire L'homme qui ment. Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant? Ça dépend de l'âge de leurs enfants, mais disons que Le Petit Prince, quand même, est un bon début, parce que moi, j'aime la lecture qui se voit. J'aime la lecture qu'on envoie, comme Camus, on voit les fleurs, on voit le soleil, on voit le couteau. J'aime qu'on voit Pessoa écrit comme ça. J'aime la poésie dans l'écriture. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier? Eh ben, lis-le en entier. Parce qu'il y a des romans qui font peur, donc on débute, on a un moment, c'est... Oui, prends ton temps. Prends ton temps. Pose-le. Moi, je lis par fragments. Il y a des livres que je lis en entier d'un coup, mais je lis beaucoup par fragments. Par exemple, il y a un livre que je lis vraiment de temps en temps. J'aime bien prendre un livre, lire 4 pages, le reposer, vous voyez, et puis quelques jours plus tard, ou une semaine plus tard, lire les pages suivantes. Et pas forcément dans l'ordre. Je le remets dans l'ordre après. L'homme sans qualité, par exemple, est un livre qu'on peut lire comme ça. On peut prendre son temps. On n'est pas obligé de lire tout d'un coup. C'est déjà la fin. Je suis pas assez intelligent pour tout lire d'un coup. Personne. C'est la fin du 13e épisode de votre podcast des livres RMC. Merci Marc Lavoine. Merci. C'est un honneur et un bonheur, surtout un bonheur, je dois dire. Pardon, je suis un peu fatigué, mais j'ai vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. C'est vraiment bien de vous recevoir ici dans notre podcast. Je rappelle le titre de votre magnifique roman, vraiment je vous le recommande, Quand arrivent les chevaux, qui vient tout juste de sortir aux éditions Fayard. Merci. Il y a beaucoup de passages très beaux, il y a de grands moments de grâce littéraire. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout, abonnez-vous. Et l'on se quitte, comme toujours, avec un peu de musique d'Astor Piazzolla. Et allez, parce que vous faites référence à ce poète dans votre livre, quelques vers de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. J'aime quand tu te tais parce que tu es comme absente. Et tu m'entends au loin et ma voix ne t'atteint pas. On dirait que tes yeux se sont envolés et on dirait qu'un baiser t'a clos la bouche. Des livres RMC.